Candace enfonce le clou. Tout cela ressemble à une construction, une opération culturelle pour encadrer le récit et détourner les questions sur 2093 et Jean-Michel. Oui, parce que d'après Thibault Le Texier qui a fait ce livre, il n'y a rien à voir dans l'expérience de Stanford, les personnes ne se connaissent pas, les étudiants et les surveillants ne se connaissent pas du tout, et donc ça va inspirer la plateforme Hulu à faire un film sur tout ça, alors que c'est totalement faux. Regardez la suite et les déclarations de Candace Owens. Le cœur de l'expérience repose sur une affirmation de Philippe Zimbardo. Les participants étaient des étudiants moyens recrutés par petite annonce des jeunes sans histoire. Candace montre combien cette version est fausse. Elle détaille minutieusement les origines des prisonniers et des gardiens. Doug Corpy, fils d'un directeur nucléaire de Bechtel. Richard Yako, fils d'un ingénieur naval et chercheur NASA, lui-même réalisateur de contenu pour la NASA. David Elshman, dont le père a travaillé directement sur les missions Apollo et qui a enseigné à Stanford. Jim Rooney, fils d'un capitaine de la Navy ayant récupéré Apollo 8. Paul Baron, lié à Halliburton et Rand Corporation. Glenn Guy, diplômé en génie chimique à Stanford avec très probablement des attaches NASA. Candace insiste, c'est une illusion. Ce n'étaient pas des étudiants lambda, c'était l'élite militaire et scientifique. Leurs comportements dans l'expérience sont donc biaisés. Ce n'est pas la preuve que tout homme devient mauvais, c'est la preuve d'une mise en scène d'une expérience conçue pour justifier des narratifs politiques et sociaux. Candace passe au gardien. Officiellement, il se présentait comme modeste, fauché, prêt à voyager sac au dos pour survivre. Mais Chuck Burton illustre le contraire. Derrière l'image d'un étudiant sans argent, il est descendant des Rothschild, fils d'un banquier de la Hearst Bank, héritier de terres et actionnaire de Sears. Et les autres gardiens confirment la tendance. Gray Haney, fils d'un marine sur l'USS Iowa, Karl von Horsdal, issu d'une famille Lockheed Martin et Hugh Aircraft. John Mark, diplômé Stanford, ayant vécu en France juste avant l'expérience. Stuart Levin, géophysicien chez Halliburton et Standard Oil. Candace dénonce le mensonge. L'expérience a été présentée comme un projet académique neutre, mais c'était surtout une performance d'élite liée à l'armée et à l'industrie. Candace revient sur 2093. Elle décrit en détail une séquence filmée. On le force à lever les bras, à imiter Frankenstein, à répéter des phrases absurdes. Tu aimes 2093, soit Frankenstein, puis des pompes forcées, accompagnées d'insultes. Un théâtre grotesque, humiliant et qui résonne étrangement avec les passions d'un certain Jean-Michel. Car dans les archives, ce Français aimait chanter Brassens, participer à des performances, jouer des rôles. Pour Candace, c'est obsédant. Jean-Michel, disparu à la fin des années 70, pourrait être ce 2093 masqué et l'expérience sous ses airs de test psychologique aurait été un décor pour cacher une transition. Je voudrais encore parler un petit peu de Gavi et après on change de sujet. Gavi, donc c'est l'alliance vaccinale fondée par Bill Gates en janvier 2000 avec l'OMS, avec l'UNICEF et avec la Banque mondiale, est financée aussi par Google, par Coca-Cola, par Mastercard, par Visa, par l'UBS, donc c'est l'Union des banques, c'est la banque suisse principale, par TikTok, par Shell, par Cisco. Vous avez une soixantaine d'acteurs privés qui financent Gavi. Gavi est financé par tout ça? Attends, je vais te montrer. Tu peux y aller. C'est incroyable. Tu peux partager. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, profil des donateurs sur le site de Gavi. Hein, c'est pas de la fake news. Vous avez 56 pays ici, dont la Russie. Et vous avez ici les entités privées. Alors, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit Coca-Cola ici. Ouais, tu nous as parlé de Shell aussi. Ouais, tu Google. Disais tu nous as parlé de Shell International, de Visa Foundation. Ouais. UBS, Visa, Mastercard, TikTok. Où est-ce qu'il est TikTok? Il est ici. BlackBerry. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cisco. Il y a Orange. Orange. Procter & Gamble. Voilà, je vous laisse choisir. Après, on s'est... la Fondation Rockefeller aussi, Foundation, évidemment. Ouais. Je l'oublie toujours. Après, on se demande où est-ce qu'il va notre pognon, mais c'est pas étonnant. Voilà. Hein. Maintenant, on sait. Voilà. En partie. Et après, on dit que je fais de la désinfo. Je suis connue pour la désinfo, la désinfox ou je sais pas quoi. Peut-être que moi, on va m'accuser de désinformation si je fais de la lecture audio du site internet. C'est ça, en fait. C'est un truc de fou.
Voilà. Donc, tu peux arrêter le partage. Ouais, Tout ça, je ouais. le mettrai dans Écoute, les déjà, merci pour toutes ces infos parce que même moi, j'en apprends. Hein. Non, mais c'est le but. Hein. Mais non, mais mine de rien, faut rendre Et à César ce qui appartient à César. vous savez qui est le... Ah ben, je vais encore te demander de partager et comme ça, vous pouvez vérifier. Qui est le président du conseil d'administration de Gavi? Je vous laisse regarder. José Manuel Barroso, l'ancien président de la Commission européenne. Et à Goldman Sachs aussi. Exactement, c'est un bébé Goldman Sachs. Oui. Voilà. Et il était Premier ministre, d'ailleurs. Oui, du Portugal. Du Portugal. Je crois que c'est juste après Antonio Guterres, ou alors c'est le contraire. Ouais. En tout cas, ils se sont suivis. Antonio Guterres est le secrétaire général de l'ONU, hein, je rappelle. Hein. Oh la vache. Donc, ils ont été l'un après l'autre Premier ministre du Portugal. Donc, on comprend bien que Gates et les autres ont acheté tout le monde, quoi. En ce moment, on voit sur les réseaux sociaux une vidéo assez ancienne, mais qui a été faite par l'actuel ministre de la Santé des États-Unis, donc Robert Kennedy, qui connaît très bien le sujet des vaccins, qui a une énorme équipe scientifique qui travaille avec lui de très haute qualité, que je connais parce que je travaille avec eux depuis des années, donc ils connaissent très bien leur sujet. Et il rappelle que le vaccin Gardasil, dans les essais cliniques officiels, il est 37 fois plus mortel que le cancer du col de l'utérus lui-même, qu'il est censé prévenir. Voilà. Ça, c'est le taux dans l'essai clinique officiel. Hein. C'est des chiffres officiels. Évidemment, on ne vous les dit pas dans les médias, mais voilà, ce n'est pas discutable. Et il faut rappeler aussi qu'il n'y avait pas de placebo dans l'essai clinique, puisque le groupe placebo avait été injecté avec l'adjuvant aluminique, qui est lui-même toxique. Donc, évidemment, quand... oui, il faut rappeler que le Gardasil est un vaccin ayant un adjuvant aluminique. Il fait partie des vaccins, voilà. Alors, et donc, Merck, le fabricant, évidemment, les effets indésirables, il a dit, ils ne sont pas liés au vaccin, puisqu'il n'y avait pas de vaccin. Il y avait juste l'adjuvant. Sauf que l'adjuvant, c'est un élément actif aussi. Voilà. Bon. Je vous il y a quand même je crois qu'une centaine de procès en cours, ou au moins des dizaines actuellement aux États-Unis contre Merck et le Gardasil. Alors, il y a des procès, mais Merck a des avocats très, très puissants et donc il arrive à faire tomber les plaintes, mais ça continue, ça reprend sans arrêt. Quoi. Alors, je vous rappelle que donc il n'y a aucune étude randomisée en double aveugle sur la protection contre le cancer, puisque le vaccin, il a été introduit en 2006. On a juste un recul de 19 ans et l'âge moyen d'apparition, il est à 53 ans. Donc, on ne peut pas savoir si ça réduit les cancers. Les études se concentrent juste sur des marqueurs précancéreux, qui sont considérés comme des substituts. Mais ce n'est pas le cancer, c'est des lésions de haut grade dont la majorité régresse spontanément. 93% des infections à papillomavirus se résolvent naturellement. Voilà. Et il faut rappeler que, comme souvent avec ce type de vaccin, la vaccination de masse va déplacer les souches circulantes vers des sous-types qui sont non ciblés par le vaccin. Et c'est pour ça qu'au départ, en 2006, on avait un vaccin à 4 souches, le Gardasil 4, et maintenant on a Gardasil 9, parce qu'il faut augmenter le nombre de souches, parce qu'on augmente le nombre de souches qui circulent. Voilà. Alors, il y a tout un tas d'études qui montrent qu'en fait, ça ne marche pas, et que même on a plus de cancers. Ça peut favoriser le cancer, hein, oui, je crois. On a plus de cancers dans les classes d'âge vaccinées. Alors évidemment, dans les médias, les officiels vont vous dire « Non, on est en passe d'éradiquer le cancer du col de l'utérus en Australie, par exemple », mais c'est complètement faux, quoi. Parce que quand on regarde les courbes, il était en train de diminuer jusqu'en 2006, et depuis 2006, c'est à peu près stable. Il n'y a plus de diminution globale. Ça a arrêté la diminution. Par contre, dans les classes d'âge vaccinées, ça remonte. Donc là, il y a le beau rapport de l'Agence du médicament sur les vaccins pédiatriques, hein, c'est-à-dire que les vaccins du Covid nous ont permis et m'ont permis de comprendre qu'il y avait des risques graves et que ça ne protégeait pas des maladies. Et j'en suis arrivé aussi aux vaccins pédiatriques qui ont des risques graves et aussi où il y a des échecs vaccinaux, donc qui protègent, voire qui causent des maladies. Donc ça, c'est un rapport très très important. Oui. Faut rappeler qu'en janvier 2018, le cher président actuel a mis une obligation avec Madame Buzyn de faire 11 vaccins pour aller à l'école. Et compte tenu des risques graves, notamment de myocardite, j'en suis arrivé à dire que cette obligation, déjà, elle est licite, voire dangereuse. Elle met en danger la vie des enfants. Et aussi, c'est un pass sanitaire déguisé. C'est-à-dire qu'on veut nous discriminer, ils voudraient nous discriminer
sur l'état vaccinal des enfants en disant ben, ces parents, c'est des mauvais parents parce qu'ils ne veulent pas faire vacciner leurs enfants. Non, c'est peut-être les meilleurs parents parce que justement, ils ont fait le chemin et qu'ils ne veulent plus faire vacciner leurs enfants. Donc, la porte de sortie, moi, je pense qu'il faut parler de la liberté vaccinale. Si les parents veulent encore faire vacciner leurs enfants, qu'ils les fassent vacciner. Et ceux qui ne veulent plus faire vacciner leurs enfants, y compris dans le monde médical, ben, qu'ils puissent dire « je ne veux plus faire vacciner mon enfant ». Par contre, la scolarité, c'est une obligation de l'État de bien vouloir accepter les enfants, quel que soit leur statut vaccinal, et ça ne peut pas être une discrimination sur l'état de santé. Voilà, donc dans le rapport de l'ANSM, vous avez par exemple 2 décès d'enfants, un décès après vaccin hexavalent et pneumocoque. Alors aussi dans les pratiques du calendrier vaccinal, c'est un peu fou, mais on injecte 2 produits, 2 seringues et 7 maladies le même jour. Et donc il y a un décès comme ça recensé dans ce beau rapport de l'ANSM. Et il y a une maladie de Kawasaki. Alors la maladie de Kawasaki, donc cette maladie là dans le rapport de l'ANSM, c'est après le vaccin rougeole orient rubéole. C'est une vascularite. Donc c'est une inflammation des vaisseaux des artères coronaires entre autres. Et ça conduit à des décès, à des infarctus ou des anévrismes de l'artère coronaire. Dans les notices du vaccin du méningocoque aussi, il y a écrit maladie de Kawasaki. Et donc, rien que ces éléments, même si on pourrait nous dire qu'ils sont rares, ils sont sans doute pas si rares que ça, mais ils sont sous-déclarés, ça c'est une évidence. Et ben, on s'aperçoit aussi que l'Agence du médicament, l'ANSM et les laboratoires qui sont derrière tout ça, ont classé la quasi-totalité des vaccins sur la liste des substances vénéneuses en septembre 2023. Ce que j'ai vu hier dans C'est politique sur France 5, les propos qui ont été tenus sur les funérailles de Charlie Kirk, les comparant à un rassemblement nazi, quoi qu'on pense de Charlie Kirk, c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça dépasse absolument tout. Ça dit quelque chose de très profond sur ce qu'est devenu le service public. Parce qu'en fait, à la base, c'est quoi le service public ? C'est censé être le pluralisme. C'est un espace pour confronter des idées, toutes les idées des citoyens qui payent pour lui. Aujourd'hui, c'est devenu une caricature, une machine à faire la chasse aux sorcières. En fait, ils veulent une idéologie unique, une seule ligne. Et l'ARCOM, évidemment, silence, c'est pas le groupe Canal, donc apparemment, ils ont piscine. Résultat, toute opinion divergente est totalement diabolisée, criminalisée, déshumanisée. Et quand on déshumanise, on justifie ensuite l'élimination. C'est toujours la même mécanique. Et pour légitimer cette dérive, évidemment, ils utilisent l'histoire avec un grand H. La Seconde Guerre mondiale est convoquée à tout bout de champ, des points Goodwin, en veux-tu, en voilà. Mais attention parce que ça c'est vraiment grave. L'historien Pierre Vidal-Naquel a expliqué comparer tout et n'importe quoi au nazisme, c'est relativiser les crimes nazis eux-mêmes et c'est banaliser la Shoah. Dire qu'un mémorial pacifique serait un rassemblement nazi, ce n'est pas juste faux. C'est une insulte. C'est une insulte aux gens qui avaient hier dans la salle, mais c'est aussi une insulte aux victimes même du nazisme. Et ces gens qui commentent se comportent comme s'ils étaient propriétaires de cette histoire avec un grand H, propriétaires des victimes de la Seconde Guerre mondiale, propriétaires de tout ce qui a trait à cette histoire qui nous appartient à tous et dont on est tous très touchés, parfois de près, plus que de loin. Et là, on touche le fond. Dans C'est politique, qui devrait plutôt s'appeler C'est propagande, sur France 5, il y a une experte totalement inconnue qui ose tenir ses propos calmement et avec le sourire, et puis sans modération, sans contradiction, avec en prime un présentateur qui jubile presque. Un présentateur qui a du flair parce qu'il nous avait expliqué que Kamala Harris serait élue la prochaine présidente. Et puis sur France Inter et France Culture, même son de cloche. Évidemment, c'est une expression parfaitement adaptée à la conversation, avec une directrice de recherche section genre et géopolitique. Non, c'est pas du tout une blague, qui vient elle aussi souiller la mémoire de Charlie Kirk.